dessus et à cause de ces atavismes culturels, un peu comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous aviez... Mais au fait, pourquoi je posais la question? Parce que là, souvent, avant que la personne puisse poser un geste de violence physique, comme vous en avez parlé, il peut, il y a des paroles qui sont quand même assez violentes qui portent à penser qu'il y aura de la violence physique. Donc, est-ce que déjà quelqu'un peut prévenir que ça arrive déjà sur certaines paroles, comme je vais te tuer par exemple? Est-ce que la personne déjà ne veut pas prendre des dispositions pour se retirer là, justement de ce couple? Ou bien il faut attendre que cet acte-là se pose? Ou bien est-ce que si l'acte se pose une fois, il faut attendre que ça se repose une deuxième fois? C'est pour ça que je voudrais bien comprendre comment prévenir là qu'on tombe dans ce panneau-là. Alors, on a perdu le docteur Abel, c'est sûr qu'il va rappeler. Alors, Michel, peut-être après, tu vas pouvoir peut-être reposer la question. Alors, nous disons à toutes les personnes, et si vous avez des questions, vous pouvez appeler aussi. Après, Michel, et peut-être vous aurez 2 lignes disponibles, et comme ça, vous allez pouvoir poser. Et il nous reste à peu près 15 minutes pour parler de la violence conjugale. Alors, le docteur est là. Michel, tu vas pouvoir poser la question plus vite et puis le docteur va répondre. La question que j'avais posée, est-ce que déjà la personne, est-ce qu'on peut déjà prévoir que quelqu'un va poser un acte violent? Est-ce qu'il faudrait déjà quitter le couple déjà après les paroles violentes, ou bien il faut attendre qu'il y ait une première fois, ou il faut attendre qu'il y ait une deuxième fois? C'est quand est-ce qu'il faut commencer à prendre les dispositions pour prévenir? Ah, d'accord. Là, je comprends mieux. Oui. Non, en fait, il faut pas attendre. Il faut pas attendre. Quand on parle d'attendre, c'est supposons qu'il y a des accusations auprès des tribunaux, ça prend des preuves, ça prend des éléments pour démontrer effectivement que la personne est coupable. Mais quand on parle d'interaction au sein de la famille, à la maison, on n'a pas besoin d'attendre, parce que la violence va prendre toutes sortes de formes. Ça peut être verbal, ça peut être non verbal. On peut même être violent de façon non verbale. C'est-à-dire, la personne vous parle, vous ne répondez pas, vous boudez et vous l'ignorez. À la longue, ça peut devenir une forme de violence. Donc, il faut casser, il faut couper cette violence à la base même de la communication. Si la communication est entachée de paroles blessantes, de propos répugnants, ou encore des choses qui dévalorisent l'autre, déjà il faut couper. Et c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'on appelle qu'il faut que la prévention rentre avant que ça arrive au couple, avant que ça arrive à la violence physique. Ok, je comprends. Donc, il ne faut pas attendre que la violence physique, dès qu'on voit les précautions, il faut commencer à prendre des dispositions. Donc, j'imagine qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions. Je ne vais pas accaparer trop le docteur Guillemot. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Allez, avec plaisir, Michel. Alors, la ligne de Michel est libérée maintenant. Et si vous voulez appeler dans le 514-790-0251, 514-790-0252 ou 514-790-0253. Moi, docteur, j'ai une question pour plusieurs, là, mais je ne sais pas si j'aurai le temps à poser toutes ces questions. Alors, ma première question, comment peut-on aider quelqu'un qui croit qu'il a toujours raison, même si c'est faux? Comment peut-on aider quelqu'un comme ça? C'est d'abord, c'est toujours faux.
quelqu'un ne peut pas toujours avoir raison. C'est à moins d'être l'être supérieur. exactement. Alors, si quelqu'un a l'impression qu'il a vraiment toujours raison, ça veut dire que c'est une personne qui se voit comme omnisciente. Ça veut dire qu'il sait tout, qui peut tout et qui a tous les moyens. Déjà là, il y a un problème. C'est une généralisation que de dire que je possède toutes les connaissances, je possède le bon raisonnement et toi, tu ne l'as pas. Donc, à ce moment-là, il ne peut pas avoir de communication. Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait un émetteur, quelqu'un qui émet clairement, et un récepteur, quelqu'un qui reçoit correctement. Et il faut que l'un prenne le temps d'écouter l'autre et comprendre l'autre. Et comprendre ne veut pas dire être d'accord. On peut comprendre les propos de quelqu'un, mais sans en être d'accord. Et c'est là que rentre en ligne l'affirmation de soi. Alors, pour s'affirmer vis-à-vis de quelqu'un, il faut qu'il y ait une relation d'égalité ou encore une ouverture de part et d'autre. Mais si quelqu'un est persuadé d'emblée qu'il a raison, qu'il a toujours raison, qu'il a le dernier mot, qu'il a la vérité infuse, bien, il n'y a pas de communication possible. Merci. J'ai une autre question. Et bon, surtout, ça concerne surtout nos compatriotes. Vous venez de dire dans l'exposé, il y a notre culture qui est imprégnée des séquelles de l'esclavagisme et qui fait croire que le maître a toujours raison. Et il y a le patriarcat qui fait croire aux hommes qu'ils ont des droits sur les femmes. Il y a aussi la fameuse phrase qui aime bien châtie bien. Et tout cela nous pousse peut-être vers la violence. Comment peut-on changer cette mentalité plus précisément? Comment peut-on changer ces affaires-là? Le patriarcat et les séquelles d'esclavage qui sont en nous, comment peut-on changer ça? Bon, alors, quand on parle de changement, vous savez, le changement est très difficile. Hein. Changer, que ce soit au niveau de votre travail, changer demain matin, demander à vos employés, voici, on va faire différemment, il y a toujours de la résistance. Le changement provoque presque automatiquement de la résistance. Ce n'est pas facile de changer. La preuve, vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe chez nous, de notre pays d'origine. Alors, le changement n'est pas facile. Mais cependant, le changement est possible. Et le changement est souhaitable. Et par exemple, pour ceux d'entre nous qui vivons ici, dans ce pays, juste le fait d'y mettre les pieds, juste le fait d'aller à l'école, de fréquenter les institutions scolaires, le fait de lire les journaux, le fait d'écouter les émissions d'enfants, Passe-Partout, etc., le fait d'écouter la télévision, de lire les livres, déjà, vous voyez qu'il y a ce changement de mentalité. Et on fait tous le changement en même temps. Le Québec fait son changement aussi. C'est pas... il y a 70 ans, c'était pas comme ça. Le Québec fait son changement. L'Europe fait son changement. L'Amérique fait son changement. Et nous aussi, on arrive à faire notre changement. Et sur un plan individuel, c'est d'abord d'avoir une prise de conscience, de réaliser que nous avons un comportement qui est déviant. Malheureusement, dans le cas de la violence, ce n'est pas la personne à qui ça fait mal qui va prendre l'initiative. Enfin, en thérapie en général, quand on va à l'hôpital, on dit « Docteur, j'ai mal ici, ça me fait mal là ». Alors,
consultez-moi, auscultez-moi, trouvez le bobo et donnez-moi un médicament, un traitement. Alors, c'est un peu ça le pattern. Tandis que dans le cas de la violence, celui qui est violent, lui, pour lui, il est correct. Il fait ce qu'il a à faire. C'est la personne qui est violentée, qui a mal, qui va généralement crever l'abcès et qui va dire « Oh, il y a un problème et il faut agir ». Alors, nous, quand ça arrive à notre cabinet, la première partie, c'est d'amener la personne à réaliser qu'il y a un problème. Une fois que c'est réalisé, et c'est pas facile encore une fois, comme je vous dis, le changement est difficile, c'est de l'admettre. Une fois que c'est admis, c'est de comprendre d'où ça vient, en amont, à la tête de la rivière, de comprendre d'où ça vient, de comprendre les éléments culturels, les éléments psychologiques, les éléments contextuels qui amènent tout cela, et relationnels aussi. Et les analyser, de mettre chacun de ces éléments à leur place, et de travailler. On va par exemple utiliser, j'ai eu par exemple, en laboratoire, à utiliser le biofeedback, qui est l'électromyographie. On va connecter un appareil aux muscles de la personne. Si la personne est très énervée ou encore est très activée au niveau neuropsychologiquement, l'aiguille va tourner vers la droite. Si la personne est très détendue, l'aiguille va tourner vers la gauche. Et en même temps, on va utiliser l'hypnose. On met la personne en transe hypnotique et on crée une situation. On lui dit, écoutez, vous vous trouvez à deux et tout d'un coup, ça se gâte un peu et le ton monte, etc. Et vous sentez que l'agressivité monte. Et automatiquement, on va voir que l'aiguille va tourner vers la droite. Il y a une activité neuromusculaire qui commence à se faire. Donc, ça nous a aidé à comprendre que si on peut augmenter cette activité neuromusculaire avec le crescendo de la crise, on peut également apprendre à diminuer cette activité-là. Et s'il n'y a pas d'activité neuromusculaire soudaine, il n'y a pas de violence. Avez-vous déjà vu un père qui frappait son enfant ou qui frappait sa femme en disant « Ma femme, aujourd'hui, tu n'as pas été correct, alors je te frappe ». Mais non, ça prend une montée, ça prend un langage saccadé, ça prend une activation au niveau neuromusculaire et ça prend une poussée et c'est ça qui donne l'élan pour poser le geste déviant. Alors, si on arrive à comprendre ça, si on peut voir comment que ça monte, on peut apprendre aussi à faire baisser. Bien. Alors, c'est extrêmement bien, je suis satisfait. Par exemple, là, j'ai une autre question et je sais que dans notre communauté, nous entendons des affaires vraiment qui ne sont pas drôles. Et des souffrances, et meurtres, etc. Mais je me demande, je ne suis pas mieux placé pour dire là, je vais tenter de poser la question quand même, si quelqu'un est hors de la raison, moi j'ai dit ça comme ça là, parce que il est hors de la raison, il n'écoute personne, il ne veut pas d'aide, maintenant il veut pas d'aide. Ok. Et on sait que sa façon d'agir peut arriver plus loin, meurtre, etc., violence, etc. Qu'est-ce que l'autre personne peut faire dans de telles circonstances? Bon, alors, à ce moment-là, on a affaire à de la maladie mentale. Hein? Okay. On a de la maladie mentale, parce que cela existe. Cela existe des personnes qui sont psychopathes, ça veut dire sans foi ni loi.
Ils ne sont jamais responsables de rien. C'est toujours l'autre qui a tort. Et ils peuvent aller très très loin, tout simplement pour faire valoir leur point de vue, pour démontrer qu'ils ont raison et pour humilier, pour écraser et pour violenter. Alors là, on parle de malade, on parle de maladie mentale. Il y a des personnes qui sont sadiques, et dans le sens que, en faisant souffrir l'autre, en faisant saigner, en faisant réagir négativement, ça leur apporte une jouissance, un plaisir intense. C'est de la maladie mentale. Il y a des personnes qui sont narcissiques, je veux dire, ils ne voient qu'eux autres. Tout le reste est rien, est nul. Il y a des personnes qui ont des troubles de personnalité graves. Alors, dans ces cas-là, il y a des lois au Québec qui disent que si vous voyez que quelqu'un est dangereux pour lui-même ou pour autrui, on peut prendre des moyens, soit en appelant la police, soit en passant par les tribunaux, pour que cette personne soit examinée en psychiatrie et le cas échéant, si la maladie est avérée, s'il y a un diagnostic de posé, cette personne peut être internée. Merci, c'est très, très, très bien parce que c'est ce que vit notre communauté. Parfois, les gens ont peur d'appeler pour des raisons, pour des cas comme ça. Ils ont peur d'appeler et c'est ça qui va finir par faire la mort, etc. Ben, j'ai une autre question. Je sais que vous écrivez plusieurs livres, docteur Abel. Est-ce qu'il y a moyen de trouver tout? Parce qu'on dirait qu'on aimerait te kidnapper ce soir pour nous donner tout ce que tu as, mais je sais que tu as écrit pas mal de livres. Est-ce qu'il y a moyen de trouver ces livres? Ou est-ce qu'on... Bon, très bonne question. Très bonne question. Je ne suis pas un très bon conservateur. Je sais qu'il y a un premier bouquin qu'on a écrit il y a plusieurs années qui s'appelait « Du désir au plaisir ». Et je dois vous avouer que je n'ai même pas une seule copie dans ma bibliothèque ici. J'ai fait une demande en France. Ce livre a été publié en Belgique et au Canada. Et probablement, je vais avoir quelques copies. Mais sinon, il faut passer par la FNAC ou bien par d'autres moyens compliqués. Il y a la sexualité du couple, questions et réponses. Je ne pense pas que c'est encore en librairie. Vous savez, les librairies ne gardent pas très longtemps les livres. Hein. Vous allez les trouver dans des bibliothèques. Oui, vous allez les trouver dans les bibliothèques, bibliothèque du Québec. Si une bibliothèque ne l'a pas, vous pouvez demander qu'ils commandent, qu'ils fassent un prêt interbibliothécaire dans une autre bibliothèque. Ça, c'est la sexualité du couple, questions et réponses. Il y a le stress au travail, c'est la même chose. Et il y a Travailler sans y laisser sa peau, qui a été publié chez Québecor. Je ne suis pas sûr qu'on peut trouver ça aussi facilement, mais j'ai eu la petite idée de réserver une petite caisse de ces livres-là, Travailler sans y laisser sa peau, qui a été très très bien vendu ici en Europe. Et j'en ai quelques-uns. Et d'ailleurs, je peux vous offrir, attendez, peut-être 5 exemplaires à votre émission et aux personnes qui écoutent votre émission. Et vous vous arrangerez, soit par tirage ou par mérite, pour les faire parvenir gratuitement. Donc, je vous ferai parvenir ces 5 livres et vous en disposerez à votre guise. Bon, ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Parce que ça, c'est avec tout ce que nous venons d'entendre, j'espère que ça ne va pas être la dernière parce que la communauté, il y a une chose que vous venez de dire dans les recommandations.
vous avez dit qu'il faut, par exemple, j'avais noté ça quelque part, et téléphoner et appeler le 911, appeler un conseiller spirituel et tant d'autres choses. Et moi, j'ai lu dans l'un de vos livres, je pense que j'ai déjà partagé ça aussi à l'émission la semaine dernière. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour dire merci. Des recommandations comme ça qui peuvent nous aider à vivre mieux, à avoir une santé mieux. Alors, pour ce soir, et on fait signe que c'est déjà l'heure, je récapitule la recommandation pour les gens qui souffrent de violence conjugale. Est-ce que, bon, comme moi, vous êtes mieux passé à le faire, est-ce que vous pouvez reprendre cette partie pour nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter ou bien pour corriger, pour améliorer ou bien pour empêcher ça? Bon, d'accord. Alors, en ce qui concerne notre communauté, il faut comprendre qu'on est à la base une communauté très pacifique, paisible, aidante. Donc, on tolère. Mais il va y avoir des dérapages parce qu'on vit dans des situations très stressantes. Il y a la température, il y a le manque de travail, il y a les préjugés. Alors, tout ça, ce sont des éléments contextuels qui viennent exacerber nos nerfs, finalement, et qui, des fois, vont déclencher, entre autres, la violence. Mais avec toutes les bases que nous avons qui sont imprégnées dans notre cerveau. Alors, si on arrive à une situation de ce genre-là, il faut toujours essayer de désamorcer. On désamorce. Et on peut désamorcer comme on peut. Une petite blague. On fait comme si on joue au niaiseux, comme on peut dire ici. Comme si on ne comprend pas, mais c'est parce qu'on veut sauver sa peau. On va changer de position, on change de pièce. Si on est à la cuisine, bien, on va faire un petit tour dehors. On va téléphoner à un proche, on téléphone à un parent, on parle à un enfant, on va visiter rapidement une voisine et on peut téléphoner à quelqu'un de notre église, par exemple, ou encore à notre pasteur, à notre prêtre, ou encore aller plus directement au niveau du 911, la police, et pourquoi pas décrocher le téléphone et prendre un rendez-vous avec un professionnel dans un CLSC ou encore une maison d'hébergement pour femmes battues ou abusées. Donc, il faut définitivement trouver un moyen pour sauver notre peau, peu importe le moyen. Après, on va réfléchir. Mais il ne faut pas se laisser abattre et ensuite dire « j'aurais pas dû ». Il faut toujours, l'être humain a un réflexe, c'est de sauvegarder son intégrité. Alors, n'oubliez pas ça, il faut d'abord sauver sa peau. Et on prend le moyen qui est à notre disposition. Merci beaucoup, Dr Abel Edmond. J'espère que vous allez nous donner encore une chance pour apprendre. Je sais que vous avez aidé, travaillé aussi au Québec et en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Haïti, avec les médecins aussi. Alors, j'espère que... Est-ce que je peux compter sur vous pour une prochaine émission? Eh bien, écoutez, en ce qui concerne la communauté haïtienne, je dois beaucoup à Haïti, même si des fois je dis que je suis un petit peu indépendantiste parce que je suis tortugais, je viens de l'île de la Tortue et je sais qu'Haïti, on ne sait pas que l'île de la Tortue existe. Même si je suis un petit peu indépendantiste dans ce sens-là, je reste complètement disponible pour rendre ce que Haïti m'a donné. Alors, n'hésitez pas, je serai à votre disposition. Bon, merci. Alors, c'est un tortugais comme moi. Et puis, on est parenté, on est cousins en plus. Alors, c'est un réel plaisir pour moi, Dr Abel. Et je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous venez de faire pour la communauté haïtienne.
Et merci mille fois, merci. Et je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Et moi, je vais penser tout de suite à la prochaine séance. Bon, alors, je vous dis bonsoir, bonne fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis tenez bon, Kembela, pas lâcher. Merci docteur. Et merci, au revoir. Alors, c'était docteur Abel Edmond. Et chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Et j'espère que vous avez noté, vous avez pris note. Moi, j'ai pris des notes. Et ce que nous vivons actuellement, nous avons besoin de personnes comme ça et qui viennent avec leur expertise, leur connaissance pour nous donner des conseils. Parce que j'espère que vous avez noté, j'espère que vous avez pris des notes. Ça peut sauver des vies. Parce que dans notre communauté, nous avons tendance à déposer tout entre les mains de Dieu. Oh, c'est Dieu, j'attends, si Dieu veut, si ceci, si cela. Mais vous voyez bien, qu'est-ce qui se passe de nos jours dans les journaux? Des femmes, encore toujours des femmes qui sont victimes de cette violence. Mais le docteur Abel, qui est psychologue et sexologue, il vient de nous donner des outils. Il vient de nous dire comment empêcher ça. Et ça va sauver des vies. Ça va aider beaucoup de personnes. Alors vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez partager tout ce que vous venez d'entendre et que nous allons juste écouter une petite musique intro et on va prier là-dessus. Et nous saluons Sœur Ruth Barthélemy, nous saluons Madame Figo Damus qui regarde en direct et nous saluons Sœur Doris et Sœur Ricarnette, Frère Midi et Georges. Worthy is the Lamb. Hallelujah. We praise your name, Lord. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour la connaissance. Merci pour tout ce que tu as fait pour des personnes qui sont là pour nous aider. Les docteurs, les infirmières, et les pasteurs, les prêtres, tous ceux qui sont sur notre chemin, Seigneur. Merci pour le docteur Abel qui était avec nous, qui vient de nous donner des outils. Merci parce que tu l'avais envoyé au milieu de nous. Que chaque personne qui a écouté cette émission ce soir, qui a pris conscience des choses que nous ne devons pas faire, Seigneur, permets que tout ce que le docteur vient de nous dire puisse entrer dans une bonne terre dans notre cœur. Et que cela apporte du fruit, Seigneur. Donnez-nous une nouvelle communauté. Une communauté
où il n'y aura plus de violence conjugale, mais une communauté où il y aura plus d'amour, de pardon, de réconciliation. C'est au nom de Jésus que je te prie, Seigneur. Bénis chaque personne qui écoutait l'émission de ce soir. Donnez-nous une nouvelle façon de voir les choses. Donnez-nous ton esprit, Seigneur, pour faire les choses différemment. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Aide-nous à changer en nous tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Toute violence. Et bénis notre pays, bénis notre communauté, bénis le pays Canada, bénis qui nous accueille, bénis chaque personne dans le monde entier qui fait des efforts pour aider les autres à changer de comportement, à changer de vie. Merci Seigneur Dieu, que la parole que nous venons d'entendre puisse apporter du fruit et du fruit en abondance. Amen. Alors merci chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Et très prochainement, je vais quand j'aurai les livres de Dr. Abel, eh bien, je vais je vais tirer ces livres et comme ça, vous allez pouvoir récupérer une copie. Merci Scov à la technique et merci à Willy Forge. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était votre serviteur Luc Nair d'Orcel. Wherever you are, whatever you're doing, you can listen to Jewel Radio anytime, anywhere. Simply download the iHeartRadio 2.0 app to your device.